Bienvenue sur Estimez-vous, le podcast pour ceux qui cherchent à accompagner en conscience la génération de demain, mais qui trop souvent oublient qu'ils sont la génération d'aujourd'hui. Estimez-vous, c'est une discussion authentique et bienveillante qui cherche à nous relier à l'enfant qui vit à l'intérieur de nous. Parce qu'il est toujours temps de venir planter des graines d'amour de soi. Moi, c'est Christelle. Et si je devais me présenter à vous en quelques mots, je vous dirais que je suis une personne passionnée, qui s'est donnée pour mission de permettre à ceux qui l'entourent de vivre en harmonie et en accord avec leurs valeurs. Maman de 2 petites têtes blondes, professionnelle de l'hypnose et de la nutrition, au quotidien, j'accompagne des personnes qui ont choisi d'aller mieux. Et à travers ce podcast, j'avais à cœur de rassembler le village dont nous aurions bien besoin pour venir à bout de cette mission. Alors sur ces mots, je vous souhaite une belle écoute, mes estimés. Bonjour Cécile, et merci d'avoir accepté de venir témoigner et discuter avec moi sur ce podcast. Bonjour Christelle, merci de m'avoir invitée. Pour commencer déjà, j'aimerais te demander de te présenter, de nous dire qui tu es, ce qui t'anime dans la vie et les personnes qui la partagent. Alors, je suis une femme de 31 ans. Je m'appelle Cécile de Artibigara. J'habite à Toulouse avec mon conjoint et mon fils qui a 3 ans. Je pense que ce qui me caractérise le plus, et je connais pas mal de gens qui sont comme ça, c'est vraiment au fond de moi une énorme curiosité pour comment ça fonctionne un être humain en fait. Et toutes les disciplines qui font ça, qui répondent à ces questions-là et qui posent ces questions-là, donc que ce soit de la psychologie ou du yoga ou de la méditation, de la philosophie, de la médecine, toutes ces disciplines en fait me passionnent. Je suis vraiment une multipassionnée. Okay. Et du coup, je lis là-dessus, je me forme là-dessus, ça fait partie de ma vie personnelle, ça fait partie de ma vie professionnelle. Et initialement, j'avais fait des études à Sciences Po Toulouse, qui sont vraiment des études très généralistes et pour le coup vraiment très ouvertes sur l'extérieur. Cette curiosité est là, mais c'est vraiment tourné sur le monde extérieur. Et en fait, quand j'ai fini mes études, j'ai pris mon premier cours de yoga qui a complètement changé ma vie et qui a été une première expérience de cette même curiosité que j'adorais, mais tournée vers l'intérieur, vers ce que je sentais, vers les sensations de mon corps, vers qui j'étais. Et à partir de là, ça a complètement changé de direction ma vie. Et j'ai décidé d'y consacrer ma vie. Donc maintenant, ça va faire plus de 10 ans que ça a eu lieu. Et donc, ce qui m'amène à écrire et à enseigner, et à emmener les gens dans cette expérience d'introspection et de sensations internes, que ce soit à travers le yoga ou la méditation ou l'écriture. Et un des moments les plus importants, vraiment le grand avant-après de ma vie, ça a été de devenir mère. Donc ça a eu lieu il y a 3 ans. Et c'était, je crois, je pense qu'on est quand même tous conscients plus ou moins que c'est une étape majeure de la vie pour ceux et celles qui décident qu'ils veulent que ça fasse partie de leur vie. Mais j'ai quand même été encore plus, 1000 fois plus prise par surprise de l'intensité en fait de ce qui avait lieu et de ce que ça faisait à un être humain en fait et dans mon cas à une femme de devenir mère en fait, d'être face à un enfant, de questionner du coup la famille d'où on vient, de ce que ça nous fait de faire famille nous-mêmes. Et ça a été une expérience qui, je trouve, dans mon cas, ça a vraiment secoué tout l'édifice, tout ce que j'étais. Et ça a parfois été très, très exigeant, très douloureux. Et en même temps, ça a été comme un grand nettoyage et une réconciliation des bases. Et ça m'a permis de faire, je pense, un travail intérieur qui attendait depuis longtemps et d'une puissance que j'avais jamais connue avant. Donc, tout ce cheminement, je le raconte dans le livre que j'ai publié il y a quelques mois qui s'appelle Nouvelle Mère. Parce que justement, je trouve que c'est une expérience qui gagne à être
davantage rendue accessible et intéressante et qui est du partage en fait. C'est ce que tu dis, du coup, dans Nouvelle Mère, tu écrivais il me manque des hommes et des femmes qui parlent de leur parentalité, de leur détresse, de leurs moments de folie quand ils sont debout à 4h30 du matin. Et c'est exactement pour ça, en fait, que j'ai eu vraiment, vraiment à cœur de t'inviter sur ce podcast parce que c'était l'essence même de ce podcast, en fait, que de se dire, voilà, ce que je traverse, y en a certainement d'autres qui le traversent. Ces difficultés-là, elles sont, je sais pas si on peut dire normales, mais en tout cas, elles sont traversées par plein d'autres. Si je te demandais quel type de maman est-ce que tu es, quelle est la première chose que tu me répondrais ? Je dirais très collante et à faire des bisous et genre à câliner, à être très maman poule. Et je dirais aussi un autre mot qui est en train de prendre forme et je suis vraiment fière, c'est que je me sens une maman consciente et sécurisante pour mon fils. Ok. Et ça, la raison pour laquelle en ce moment, et après un long chemin personnel, je me sens comme une maman sécurisante pour mon fils et consciente, c'est parce que, comme je te le disais tout à l'heure, devenir maman, moi, ça m'a fait vraiment revisiter le passé, revisiter ma propre enfance, revisiter l'héritage de mes parents, de mes grands-parents, et voir quelle situation ou quelle relation était pas sécurisante pour moi. Et de voir en quoi, en fait, ça vient de tout un tas de choses, que ce soit des traumas non digérés, donc un enfant ou un adolescent a une expérience de trauma non digérée, devient un adulte qui est pas stable, qui est pas émotionnellement stable, qui a plein de choses qui n'ont pas eu le temps d'être regardées, et ensuite il a un enfant et très généralement, on reverse ça sur son enfant et moi j'ai l'impression d'avoir, c'est plus qu'une impression, c'est vraiment le parcours et le travail de ma vie de ces dernières années, c'est de dire, à partir de moi et de mon enfant, il y a des choses qui s'arrêtent en fait. Il y a des choses que je vais prendre le temps de guérir et de soigner pour créer un environnement où certaines choses que moi j'ai vécues, je suis désormais consciente de l'impact qu'elles ont et je vais faire différemment avec mon fils. Donc voilà ce qui me vient en tête. Ok, c'est chouette. J'aime beaucoup l'idée derrière de se dire oui, finalement, malgré toute la difficulté que ça peut être de devenir mère, ça va aussi me permettre de guérir et d'avancer, de cheminer, certes pour lui, mais aussi pour moi, en fait. Voilà. Oui, en fait, tout à l'heure, tu as dit plusieurs fois le mot difficulté et c'est un mot qui est intéressant. Je trouve que quand les gens entendent le mot difficulté, on se dit, c'est une difficulté, il y a un moment de galère, c'est difficile. Mais la réalité, je pense que le mot difficulté, c'est un peu le mot vitrine qu'on peut mettre derrière tout ça. Mais plus on avance dans cette expérience d'être parent, je pense que plus on se rend compte que le mot n'est plus tellement difficulté, mais c'est vraiment, c'est comme comment dire ça, c'est une difficulté qui cache une promesse derrière. Donc c'est pas juste une difficulté comme, je sais pas, moi, je vais faire les courses, je ramène les sacs chez moi et puis ça pèse lourd, j'ai juste mal au dos, c'est dur. Être parent, c'est difficile dans le sens où ça vient réveiller des choses extrêmement profondes, souvent familiales, souvent intergénérationnelles, personnelles. Mais à chaque fois que ça fait mal ou que c'est difficile ou que c'est déconcertant, c'est parce que ça vient taper à la porte de quelque chose qui vraiment attend d'être une porte qui demande à être ouverte et à être regardée. Et quand ça peut être fait, parce que je ne mettrai pas ça sur le compte de la volonté, c'est vraiment aussi une question de soutien, de moyens émotionnels, de moyens financiers. Quand ça peut être fait, c'est incroyable, c'est magnifique. Donc c'est dans ce sens-là où pour moi le mot difficulté, ça faudrait trouver un mot peut-être plus comme un challenge ou un rite initiatique qui fait que ça va de pair avec une possibilité de transformation qui, je crois, est vraiment quelque chose qu'en tant que parent, on a la chance, si on décide de faire famille dans le sens d'être en couple ou peut-être pas en couple et d'avoir des enfants, je crois que dans notre vie, ça marque un temps où vraiment tout peut changer en fait, pour le mieux. Et ça, c'est beau de s'en rendre compte en fait. C'est vraiment de ces moments où on peut pas continuer à être en sous-marin et en pilote automatique. À un moment donné, il y a des choses qui vont remonter et si on a la possibilité de les saisir et de les questionner, ça peut complètement changer l'histoire familiale, ça peut complètement changer notre histoire.
Donc c'est dans ce sens-là où le mot difficulté, il fait pas envie, mais j'aimerais trouver un autre mot qui dit, il y a difficulté, mais avec cet espoir de cette promesse qui est incroyable. Je pense, quand tu le dis, à cette notion à laquelle tu fais allusion dans le livre en parlant de cette idée de deuil. Et c'est pareil, c'est-à-dire que ça peut être comme ça, a priori, lourd à porter quand on se dit, voilà, il va falloir que je fasse le deuil de ma vie d'avant. Et pourtant, effectivement, ça peut être prometteur de, ok, en fait, il faut que je fasse le deuil, mais parce qu'après, il va se passer autre chose. Et effectivement, ce mot, voilà, quand je l'évoque, moi, il a résonné très, très fort en moi. Quand je l'ai lu, je l'avais pas conscientisé de cette manière-là. Et justement, ton livre m'a permis de mettre ce mot dessus. J'ai trouvé ça très fort, et quand je l'évoque, je sens que ça peut être perçu, exactement, je pense, comme tu le dis, difficulté. Voilà, ça va être un truc affreux. Alors peut-être ça va être super dur, mais moi je le vois effectivement aujourd'hui, parce que mes filles aussi, elles ont plus 6 mois, elles ont 4 et 2 ans, et je commence à me dire, voilà, oui, je vois en fait ce deuil il a fallu passer par cette phase, certes très difficile, mais c'est en train d'être, ça avance vers autre chose aussi. Ouais, je pense que les mots qu'on utilise sont importants. Et dans le cas de l'expérience de devenir parent, il nous reste encore tout un champ de mots et d'images à investir, à utiliser, où on va s'autoriser à justement saisir ces mots qui ont attrait à l'ambivalence. Parce que c'est eux qui vont probablement décrire le mieux ce qui se passe en nous, et qui décrivent d'ailleurs le mieux généralement les grandes expériences de notre vie. Il y a toujours ce contraste d'ombre et de lumière. Et donc, ne serait-ce que d'utiliser ces mots qui peuvent paraître contradictoires, mais attends, c'est la naissance d'un enfant et tu me parles de deuil, ça va nous permettre de mieux saisir en fait la profondeur de ce que les gens vivent, et de sortir un peu de l'idéalisation de la parentalité qui exclut beaucoup, qui isole beaucoup, qui crée beaucoup de honte, et d'ouvrir quelque chose de différent. Alors justement, si tu me le permets, j'aimerais... alors j'en avais retenu plein, mais évidemment je vais pas tous les lire, mais j'avais tellement surligné ton livre en long, en large, en travers, qu'il y avait plein de passages que j'avais envie de partager. Et il y en a un là qui fait écho à ce que tu viens de dire. J'aimerais en lire un petit passage pour qu'on puisse après en reparler. Tu as écrit « C'est dur à avouer un burn-out, parce qu'une partie de moi me dit que mon fils devrait être si important pour moi, si chéri, tellement infiltré dans mes veines et mon amour maternel, tellement indestructible, que je devrais pouvoir faire l'impossible. Et pourtant je peine. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi ? Pourquoi je n'arrive pas à me satisfaire de cette situation ? Les rares fois où j'en parle à ma mère, elle compatit et conclut en me disant « Mais regarde-le, ton trésor, un sourire de lui et tout s'efface. » J'avais vraiment à cœur de parler de ce burn-out parental qui est vécu aujourd'hui comme peut-être dans notre société comme presque, j'entends parfois cette idée de non, mais en fait voilà, on essaye de mettre un mot sur quelque chose, d'en créer quelque chose qui n'existe pas, et ça m'a semblé si fort ce passage en fait. Je sais pas si tu veux nous partager qui résonne en toi en plus de ce que tu as mis là. Enfin voilà, tu as parlé tout à l'heure de ta thérapie qui t'a aidé et qui t'aide encore, je crois, du coup, à cheminer effectivement sur tout ça. Mais moi, quand je lis ça, je pense aussi à mon histoire, forcément. Et puis à ces mères alors je vais dire mères parce que clairement, on le disait tout à l'heure, celles que je rencontre souvent dans cet état-là, ce sont plus souvent des mères. Qu'est-ce qui se jouait là pour toi, en fait ? Plus j'avance, plus je pense que ce terme de burn-out parental, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Et je pense que toute personne qui à un moment donné dit en fait c'est trop par certains moments, je sens plus que je suis en contact avec mes ressources, je vis une forme de burn-out, une forme d'épuisement. Je pense que c'est hyper important, bien évidemment, de le nommer, d'être aidé selon les besoins qu'on a. Mais j'ai l'impression que ce mot burn-out parental, il vient... c'est un peu comme, tu sais, la personne qui pointe du doigt la lune, et est-ce qu'on regarde le doigt ou est-ce qu'on regarde la lune, tu vois. Il vient pointer du doigt le fait que dans cette parentalité, quelque chose est déséquilibré.
ben, en même temps qu'on est en train de devenir parent, il y a tout ce passé qui va affluer, qui va demander à être soigné, à être guéri. Et ça demande des ressources. Donc ça peut aussi épuiser quelqu'un, ça peut le déboussoler pendant quelques temps. Je pense pour le mieux si il ou elle est aidé, que tout ça va vers un changement positif. Mais du coup, il va quand même y avoir un moment où, encore une fois, quelqu'un pourrait dire je fais un burn-out parental, mais en fait, ce que ça cache, c'est en fait, je suis en train de questionner toutes mes racines, toutes mes origines, et c'est un sacré travail, c'est un sacré taf. Et donc là, bah, en fait, c'est difficile pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ce terme de burn-out parental, il exprime, je pense, qu'il y a quelque chose derrière qui est déséquilibré, qui demande à être entendu. Oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire avec l'idée, mais ça revient à ce qu'on se disait tout à l'heure, hein, l'utilisation aussi des mots et de pas se cacher derrière quelque chose, d'essayer de se dire ok, ça veut dire quoi en fait si je traverse ça là en ce moment, si j'ai le sentiment de traverser ça, et c'est qu'il se passe quelque chose et qu'est-ce qui se passe pour moi en fait, de venir questionner tout ça. Ouais. Et c'est tout à l'heure tu parlais de l'histoire, là tu parlais de ce questionnement de notre histoire personnelle, et justement dans ton livre tu écris je suis devenue une mère sûre d'elle quand j'ai arrêté d'être une fille obéissante. J'ai beaucoup aimé cette phrase qui évoque très bien cette déconstruction de quelque chose, je trouve. Ouais. Et puis j'y lis, moi, derrière ces mots, alors c'est mon interprétation à moi, mais vraiment justement comme des marches franchies au niveau de cette confiance, en mes capacités de mère, mais j'y lis quelque chose de plus grand. Dis-moi si j'y vois juste ou pas. Oui, pour moi, c'est une expérience quand je suis devenue mère. Il m'a fallu tellement de temps, et je pense que j'ai encore du chemin à faire pour être mère et pour être adulte face à ma propre mère, face à mon père, face à ma sœur, face à ma belle-mère, face à mon beau-père, face aux gens dans la rue, face aux professionnels de la santé. C'est vraiment cette idée de comment est-ce que j'apprends à me faire confiance, à être bien ancrée en moi-même, à être stable en moi-même, et du coup à savoir ce qui est mieux pour nous, tout en continuant bien sûr à questionner mon héritage, et de façon à ce que ce que je dis et les décisions que je prends, elles soient régulièrement actualisées en fait. Et dans le cas de mon expérience, voilà, moi quand je suis sortie de la maternité avec mon bébé dans les bras et quand il avait les premiers mois, je me tournais beaucoup vers ma mère. Donc il y avait déjà ce truc de elle sait. Je me rendais compte aussi que dans la façon dont je me projetais dans ma parentalité, donc au début vraiment je me suis lancée en mode à fond maman. Je voulais plus reprendre le travail, j'ai pris beaucoup de temps à mettre mon fils en crèche, et c'était parce que d'un côté j'avais envie de faire ça, mais c'était aussi parce que c'était ce que ma mère avait fait. Donc je reproduisais son héritage de façon totalement inconsciente, et aussi en me disant que c'était la seule bonne façon de faire, puisque c'était la seule façon que j'avais connue. Et petit à petit de dire, mais en fait, de pouvoir dire, mais en fait, ça, je veux pas, ça, je veux faire différemment. Et pas juste parce qu'on est dans une forme de contestation mes parents ont fait que de la merde, je repousse. Puisqu'au contraire, quand on devient parent, je trouve qu'on a beaucoup de tendresse vis-à-vis de ses propres parents. On se rend compte de la difficulté, de la complexité de la tâche. Mais de pouvoir ne plus être une petite fille obéissante vis-à-vis de mes parents, et de parfois hausser le ton de ma voix, de dire que moi je fais différemment. Et même, je dirais, au-delà par rapport à eux, mais vraiment juste dans l'intimité de ma maison, comment je suis dans mon couple, comment je suis avec mon fils, de pas reproduire le schéma familial. C'est là où j'ai commencé à sentir que je devenais vraiment mère et vraiment adulte pour le coup, qui pour moi est un mot hyper attractif. Je sais que pour plein de gens c'est un mot qui fait pas du tout rêver, mais moi j'adore cette idée d'être adulte et de me sentir en sécurité et aux commandes en fait. Ok. Est-ce que tu pourrais nous raconter, si tu l'acceptes brièvement, un souvenir qui te fait te sentir particulièrement coupable depuis que tu es devenue mère ? Je crois que c'est... pour moi, ça a été tous les moments où j'ai mis mon fils à la crèche. Ok.
ça a été cette idée de demander de l'aide, tout en me disant, mais tu peux tenir un jour de plus, tu peux le garder un jour de plus, il est quand même mieux à la maison. Il faut quand même dire que tout ça est très culturel, c'est-à-dire que pour quelqu'un qui a été mis à la crèche ou chez la nounou à partir de ses 2 mois, je pense qu'en devenant parent, il va moins se poser cette question. Pour moi, qui était gardée à la maison par une mère au foyer, qui a tout abandonné pour prendre soin de nous, chaque repas a été fait maison, etc. Moi, c'était ça mon héritage, en fait. Donc, quand j'ai demandé de l'aide et que j'ai mis mon enfant à la crèche et que j'ai laissé d'autres adultes s'en occuper, pour moi, travailler, ça m'a vraiment rendu coupable. Et puis, il y a la deuxième étape où, au début, du coup, si je le mettais à la crèche, il fallait que le temps où il était à la crèche, il fallait que je sois hyper efficace, que je bosse. Et maintenant, c'est encore ce truc de, en fait, des fois, je vais le mettre à la crèche et je vais pas être efficace et je vais pas bosser parce qu'il y a toute cette autre partie de moi qui a également besoin d'attention, qui aime bien se reposer, lire, flâner, traîner. Et oui, je peux mettre mon enfant à la crèche pour moi faire ça, tu vois. Ça fait pas de moi une personne horrible. Et ça a généré énormément de culpabilité et ça m'a demandé de le regarder en face. Merci de nous en faire part parce que je crois que ce que tu dis, c'est extrêmement important, en tout cas à mon sens, effectivement, de pouvoir aussi se laisser. Moi, j'entends parfois, je suis pas productive quand je le laisse à la crèche, mais en même temps, on en parlait tout à l'heure, peut-être que parfois, ce dont on a le plus besoin, c'est aussi d'espace mental, et peut-être que quand j'essaye d'être productive, je me laisse pas cet espace mental que je n'ai pas nécessairement aussi quand j'ai un tout petit être dans mes bras toute la journée. Et que parfois ça peut être un soulagement, cette entrée à la crèche, même si ça peut être toute cette ambivalence maternelle, d'être vécu difficilement en fonction de notre histoire, et pourtant salvateur parce que ça va laisser un moment un peu d'espace mental, quoi. Donc merci. Et du coup, à l'inverse, de quoi est-ce que tu te rappelles, de quoi est-ce que tu es la plus fière ? Malheureusement ou heureusement, je sais pas recouper une des réponses que je t'ai données, mais pour moi, je me sens vraiment fière d'être avec mon fils et de savoir que je suis une adulte sécurisante pour lui. C'est ce que tu nous disais au début. Ouais. Ça, c'est un sacré chemin. Je sais que les choses qui avaient besoin d'être vues ont été vues et que si à un moment donné je suis à court de ressources ou que je suis titillée dans quelque chose, je saurais, j'ai des ressources pour m'en sortir ou pour dire là je prends un temps de pause, je sors de ça, de sentir que mon enfant est en sécurité avec moi. Et je pense que pour certaines personnes, ce sera peut-être une réponse qui va pas résonner, mais pour d'autres, ça va vraiment résonner, cette idée de se souvenir de ce que c'est que de ne pas se sentir en sécurité avec un adulte en tant qu'enfant. Et du coup, de voir son enfant et de dire, mais par contre, avec moi, genre, c'est solide, c'est stable et t'es en sécurité. Et pour revenir malgré tout justement sur cette explication peut-être de ce que serait le burn-out parental, moi en tout cas de ce que j'ai vécu, de mon expérience, au moment où j'ai senti qu'il y avait un truc qui allait pas, c'est justement quand j'ai senti que peut-être d'un coup elle était plus en sécurité, dans le sens où simplement en fait j'étais plus disponible émotionnellement, je m'étais déconnectée d'elle et c'était pas du tout la maman que j'étais et pas du tout cette maman à laquelle j'aspirais d'être en fait. Et à ce moment-là, j'ai senti, parce que justement, il y avait peut-être plus cette sécurité, j'étais complètement déconnectée de mon enfant. Heureusement pour moi, j'avais certainement beaucoup cheminé sur mon histoire et sur plein de choses et d'un point de vue thérapeutique justement. Et donc ça a tout de suite fait tilt. Je me suis dit, oulala. Mais en tout cas, moi, c'est ce qui est venu aussi m'interpeller. Ce moment où je sentais qu'en fait, j'apportais pas cette sécurité-là en fait. Moi, j'adore que donc tu peut-être que les deux en lien. Oui. Peut-être que c'est vraiment très important justement d'en parler parce que peut-être que effectivement ça va pas résonner chez certains, mais peut-être aussi que ça peut interpeller certains de se dire tiens, c'est pas que c'est juste qu'à un moment je suis plus en capacité d'apporter cette sécurité et c'est peut-être comme tu le disais tout à l'heure le moment où il faut que je demande de l'aide, que ce soit
que ce soit avec des proches, hein, en sachant, en pouvant déléguer parfois, ou en demandant une aide thérapeutique, ou en demandant, enfin voilà, il y a un moment où je me rends compte qu'en fait ça va pas. Ouais. Oui, j'aime beaucoup que tu mettes les deux en lien. Et finalement, pour conclure d'une certaine manière, est-ce que tu dirais que cette maternité, elle est venue impacter l'estime que tu te portes, enfin, comment plutôt elle est venue impacter l'estime que tu te portes? Est-ce que cette valeur que tu t'accordes, est-ce qu'elle est plutôt venue la faire grandir? Ou est-ce que finalement, elle est plutôt venue l'entacher? Grandir, clairement. Ouais. C'est vraiment une bonne question. Cette estime que je me porte. Je crois que déjà dans ta question, donc, il y a cette idée de cette estime que je me porte. Et je pense que la notion du je, elle a complètement, J-E, elle a complètement changé, elle a également été agrandie. C'est-à-dire que on en parle en psychologie, on a des parts qui nous constituent, donc il y a la part enfant, la part ado, la part jeune adulte, la part professionnelle, etc. Et quand on devient mère, on a la part mère qui arrive. Et c'est une part qui est, je pense que tu seras d'accord, elle est immense en fait. Elle prend beaucoup de place. Beaucoup de place et beaucoup de temps. Et ça me fait rigoler parce que je pensais à ça tout à l'heure. J'ai une très bonne amie à moi qui fait que pour X raisons, elle n'a pas encore rencontré mon fils. Et d'un côté, je trouve ça super chouette d'avoir cette relation où finalement, pour l'instant, elle connaît de moi que Cécile, on va dire, jeune femme, etc. Mais aussi un truc où dans ma tête, je me dis, mais en fait, si tu m'as jamais vu avec mon fils, tu rates tellement de qui je suis maintenant, tu vois. Parce que cette femme qu'on est quand on est avec ses enfants, qui genre cette créativité qu'on a quand on essaye de les amener à faire des choses, quand on est dans la rue, et quand on les connaît par cœur, et cette tendresse incroyable qu'on a, vraiment ce truc où notre corps est tendre et notre voix est tendre, ce truc où je remarque que, tu sais, les mamans souvent, tu dis jamais à ton fils, je sais pas moi, il te demande un truc, tu dis pas oui, tu dis oui, ma chérie, oui, ma puce, il y a toujours des petits mots, enfin c'est juste une bulle d'amour qu'on arrive à créer qui est juste incroyable, en fait. Il y a une force, il y a une tendresse qui est incroyable, il y a une créativité qui est folle. Et donc, cette part mère, elle est immense, en fait. Donc, déjà, quand tu me demandes quelle estime de moi je sens pour moi, déjà, cette notion du jeu, elle a été ne serait-ce que multipliée par 2, tu vois. Pour moi, maintenant, je suis la personne que je peux être est 1000 fois plus vaste parce qu'il y a ce nouveau rôle qui m'a tant appris et aussi dans lequel je me sens souvent, entre guillemets, la meilleure version de moi-même. En fait. Ouais. Ça faisait écho en moi quand tu disais, voilà, au début, la part mère, elle prend beaucoup de place. Et en fait, tout à l'heure, on parlait de deuil, et, enfin, de tous ces mots qui paraissaient peut-être durs. Et finalement, ça faisait écho dans quelque chose que je retrouve souvent d'un point de vue professionnel. J'aime toujours dire qu'il y a un moment où on perd parfois un certain équilibre. Et on va peut-être devoir reconstruire. Alors peut-être, hein, parfois on va pencher à droite, après à gauche, mais en fait on va toujours essayer de retrouver cette espèce d'équilibre, et c'est peut-être ça en fait qui fait toute cette difficulté, c'est que quand on devient mère, à un moment, en plus voilà, il y a une nouvelle part de nous, on perd complètement l'équilibre, et doucement, ce qui fait que peut-être on va se sentir plus aligné, c'est qu'à un moment toutes ces parts, elles vont retrouver un juste équilibre, quoi. Oui, je pense que il y a ça, c'est sûr, comme tu dis, à un moment donné, ça va trop à droite, ça va trop à gauche. Et dans mon cas personnel, on en discute pas mal avec mon conjoint. Je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de pleinement réaliser cette nouvelle part et qu'on va pas revenir en arrière et que cette part de nous, elle va nous constituer d'une façon qui désormais inaltérable. Je prends un exemple, j'en parlais avec mon conjoint la dernière fois, on parlait de est-ce qu'on aimerait, je sais pas moi, partir en week-end, partir une semaine, que tous les deux. Et là, il me disait, tu sais, moi je suis arrivée à un stade, donc mon fils a 3 ans, il me dit, moi je suis arrivée à un stade où même si demain je partais une semaine sur une île, vraiment les conditions qui pour lui seraient idéales de je sais pas, il ferait chaud, je serais en vacances, j'aurais juste à aller dans la nature, m'amuser, etc. Il m'a dit, mais en fait, j'aurais pas l'impression que je prends une pause de ma vie de parent, mais il m'a dit, maintenant, pour moi, je comprends vraiment que être père, c'est ma colonne vertébrale, ça fait partie de mon ADN. Donc, il n'y a plus de pause de ça, en fait.
Et je pense qu'au début, peut-être les premiers mois, c'est normal. En même temps, on a toute une vie derrière soi, on n'a pas été parents. On entretient un peu l'illusion, ou même consciemment ou inconsciemment, de bon, il y a ça, et des fois, je vais faire des pauses. Et petit à petit, plus on avance, plus on se rend compte que, en fait, cette chose, maintenant, elle est dans mes os, quoi. Mm. Il y a plus de je suis là et je me retire de ça. Alors, bien sûr, je le mets à la crèche, la journée pour moi, je le mets chez papy et mamie, j'ai quelques jours de vacances. Mais maintenant, c'est constitutif de mon identité d'une façon qui est inchangeable, en fait. Donc, je pense qu'il y a ça aussi qui fait partie du cheminement, c'est l'idée d'équilibre et de déséquilibre, mais aussi de vraiment prendre la pleine mesure du changement de vie que ça représente, en fait. Et donc, je pense au début, on est complètement inconscient du vrai changement de vie que ça représente, et plus le temps passe, plus on commence à vraiment digérer la nouvelle. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois complètement. Ouais. Et d'ailleurs, c'est toujours pour les parents qui ont fait l'expérience de parfois laisser une soirée à leur enfant ou une semaine, toujours cette espèce de... Moi, je me rappelle de ces moments de fou rire avec mon mari où on se disait, mais en fait, on avait l'impression d'avoir besoin d'être que tous les deux, dans le sens où c'était ce qui allait nous nourrir, et finalement, quand elles n'étaient pas là... Alors certes, on en a besoin d'être que tous les deux, mais en fait, on parlait d'elle, on pensait à elle aussi, et c'était très rigolo d'observer comment on pouvait avoir l'impression, l'illusion que c'était en gros parce qu'elles étaient là qu'on allait, enfin qu'on était épuisés, qu'elles étaient fatiguées, qu'on était fatigués. Et certes, c'était dur et c'était lié, mais en même temps, elle faisait partie de nous. C'est-à-dire que du coup, ça nous empêchait pas de parler d'elle et de trouver le sourire alors qu'elles n'étaient pas là et qu'on parlait d'elle, quoi. Bah oui. Du coup, c'est l'immensité de ça, c'est l'immensité de maintenant que je suis parent, quand mes enfants sont là, ça va créer certaines difficultés, mais quand ils sont pas là, il y en aura aussi. Donc, quelque part, il n'y a plus de solution facile de juste je fais le truc ou je me retire du truc. Donc, comment je me saisis de ça? Comment je fais pour intégrer pleinement cette nouvelle chose? Et ça, je trouve qu'on banalise tellement cette question alors que c'est un vrai défi, quoi. C'est fondamental, ouais. Ouais, c'est fondamental. Est-ce que si tu avais une dernière pensée pour les futurs, les nouveaux parents, et les parents peut-être qui se sentent un peu perdre pied. Mm-hmm. Je pense qu'il y a une différence déjà entre futurs et nouveaux parents. Pour moi, les futurs parents, je leur conseillerais de trouver le juste milieu pour eux entre s'informer et en même temps faire confiance. Je pense qu'il y a vraiment certaines personnes qui fonctionnent mieux, c'est mon cas, quand elles savent un peu à quoi s'attendre, plutôt que d'arriver complètement dans l'ignorance. Moi, dans mon expérience, je me suis toujours mieux sortie de certaines situations quand j'étais un peu formée à l'avance. Donc, je pense notamment à l'accouchement. Pour moi, d'avoir lu certaines choses sur l'accouchement, ça m'a permis d'arriver à l'hôpital et de demander à ce que les lumières soient éteintes, de comprendre certaines choses par rapport à mon corps, ce que je pouvais accepter et refuser. Et je sais que certaines amies se sont plutôt dit ah non, moi, c'est très physiologique d'accoucher, je vais rien lire. Et pour certaines, c'était super. Parce qu'au contraire, toute cette information, ça les aurait alourdies. Et pour d'autres, elles se sont retrouvées dans une situation très souffrante parce qu'il leur a manqué en fait cette information. Donc je pense qu'il faut déjà se demander comment je fonctionne et si possible trouver un juste milieu entre lire ce qui est en ce moment. Donc on parle de mon livre, il y a une nouvelle mère, mais il y a plein d'autres livres qui sortent sur et associés à notre postpartum. Il y a tout un tas de livres qui parlent en fait qu'est-ce que c'est vraiment d'avoir un enfant et je pense que ça vaut la peine de les lire. Il y a des livres aussi sur des pères. Est-ce que je peux dire que du coup maintenant, j'offre ton livre à toutes les futures mamans que je connais. Ouais. Pour moi, vraiment, je l'offre à ce moment-là. J'ai hésité, mais je me suis dit qu'en fait, que les premiers mois de vie, en fait, moi, j'aurais aimé le lire quand mes filles étaient petites. Mais en fait, je sais qu'on a assez souvent le moment où on a le moins de disponibilité finalement pour lire. Donc je me dis, en fait, c'est peut-être avant justement qu'il faut le lire. Donc maintenant, je l'offre à toutes les femmes enceintes que je rencontre. C'est vraiment adorable. Ça me touche parce que je sens qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de... Quand on offre un livre, c'est vraiment qu'on résonne avec, qu'il nous représente en quelque sorte certains aspects de nous. Et moi, honnêtement, sans comment dire... sans me pavaner, moi aussi j'aurais aimé lire mon livre, vraiment c'est pour ça que je l'ai écrit, parce que moi je suis vraiment arrivée dans la parentalité en pleine ignorance
Et il y a des choses qui ont été plus souffrantes qu'elles n'auraient pu l'être. Il y a une solitude, un sentiment de honte qui était là, qui je pense n'aurait pas été là si j'avais eu ce type de livre. Et je pense aussi, je te donnais l'exemple des livres, on dit souvent dans le féminisme que les femmes ont beaucoup plus de repères par rapport à ce que c'est que de devenir mère, parce que les femmes en parlent beaucoup, mais les hommes manquent vraiment d'une culture du papa. C'est quoi être papa? C'est rare que les hommes vraiment discutent entre eux de ça, il n'y a pas vraiment de livres et tout ça. Et je sais qu'il y a pas mal de livres aussi qui sortent d'hommes qui parlent de leur expérience d'être père, donc ça peut être bien aussi que l'homme, du coup, ait une figure masculine, se dire, pour s'intéresser à ce sujet. Complètement. Et donc ça, c'est pour les futurs parents, et pour les nouveaux parents, c'est tellement complexe. Je pense que pour les nouveaux parents, moi, un de mes conseils, mais je ne sais pas si j'arriverai bien à le formuler, mais c'est, même si tu crois que tu vas y arriver très bien toute seule et que vous êtes un couple génial et que genre, vous avez tout en main, commence à réfléchir à comment tu vas être aidé. Peut-être pose un dossier. Alors, des fois, je me demande si ce que je dis est choquant, mais pose un dossier en crèche, même si tu penses que tu n'en as pas besoin. Parce que c'est une chose d'être enceinte de 6 mois et se dire, oh, je vais être maman au foyer pendant 1 an. Et c'est une autre chose d'avoir un bébé de 4 mois et de dire, en fait, ça, pour moi, ça fonctionne pas. Tu vois. Mais comme j'ai pas fait de démarche, je me retrouve toute seule pendant 1 an, par exemple. Ouais. Donc, un dossier en crèche, la nounou, par rapport à la famille, commencer à se dire, OK, comment je pourrais être aidée, en fait. Oui. Je te rejoins complètement sur ce conseil. Est-ce que tu me rejoins sur poser un dossier en crèche, quoi qu'il arrive? Oui, vraiment. Je vais te raconter une expérience personnelle pour le coup. Moi, j'ai jamais imaginé vivre dans la région dans laquelle je vis. J'ai toujours imaginé que je vivrais ailleurs. Sauf que voilà, le hasard ou pas, on appelle ça comme on veut de la vie, fait que professionnellement, on s'est retrouvés dans cette région qui est ma région natale, donc entourée de ma famille. Et puis ma belle famille est venue nous rejoindre, donc j'avais jamais imaginé notre vie comme ça. Et en fait aujourd'hui, une fois la naissance de ma première fille, là, et puis à un moment il m'a fallu lâcher, effectivement accepter de demander de l'aide, et je me suis dit mais waouh, en fait quelle chance j'ai d'avoir fait ce choix de vie et d'avoir autour de moi des soutiens. En plus de mon conjoint, on a un binôme, mais on a un soutien extérieur déjà, en plus de professionnels on a déjà ce soutien-là et qu'on a pu parfois, j'ai pu tirer la sonnette d'alarme à la naissance de ma deuxième quand justement j'ai senti que je mettais les pieds là dans ce burn-out et dire juste à ma belle-mère, j'ai besoin de 2 heures, il faut que je dorme, en fait, et j'ai pas, il me faut du soutien. Et en fait, c'était une chance. Et effectivement, d'avoir... je l'avais pas anticipé avant d'être mère, puisque j'imaginais vivre avec mon mari dans une autre région de France. On serait retrouvés que tous les deux, donc on aurait pu trouver d'autres. Je pense qu'il y a d'autres moyens. Effectivement, tu te dis la place en crèche, de savoir qu'on a des gens sur qui s'appuyer, des amis, n'importe qui, en fait, des soutiens, des associations, voilà. Mais en fait, moi, je l'avais pas anticipé aussi, et heureusement pour moi. Je les avais, ces soutiens-là, parce qu'ils étaient du coup géographiquement disponibles. Mais y penser avant, je te rejoins complètement. Ou au début, là, quand on se dit, ça va encore, en fait, ça roule encore pour moi. Mais peut-être que c'est chouette de dire, mais et si jamais ça roule plus, sur qui je peux m'appuyer, ouais. Il y a vraiment un effet dans la parentalité. Moi, je suis contente qu'on en ait parlé très tôt, c'est l'effet d'accumulation. Quand tu es avec ton bébé et que c'est le premier jour et que tu fais une nuit blanche, c'est très différent. Ça fait 8 mois et tu n'as toujours pas dormi. Et très différent de, OK, ça fait 3 ans que je suis parent. Il y a un effet d'accumulation qui fait qu'on gagne en expérience, mais aussi on gagne en fatigue, en fait. Ouais. Donc, l'idée qu'on a de ce qu'on est capable de faire, de ce qu'on désire, elle va énormément fluctuer. Et je pense que dans cette transmission de personnes qui sont déjà parentes à nouveaux parents, nous, en tant que parents aussi, je pense que tu me rejoindras là-dessus, mais on a un peu peur d'outrepasser notre rôle, de trop projeter, de trop alourdir, ce que tu me demandais initialement, de trop dire c'est mon expérience, donc ce sera forcément la tienne. Donc sachez, jeunes et futurs parents, que nous on se prend vraiment la tête sur qu'est-ce que je dis pas. Et donc vraiment cette transmission de quelle est la transmission utile, et d'ailleurs j'en parle dans le livre, il y a un chapitre qui s'appelle Traîtresse sur comment je me souviens d'avoir une amie qui était enceinte et m'entendre être hyper joyeuse et totalement omettre des informations importantes qui je savais étaient importantes parce que je savais pas comment les aborder avec elle.
Donc c'est un truc qui est vraiment vivant maintenant, de différentes amies qui ont des enfants, de qu'est-ce que je peux leur dire, et je t'avoue que ma dernière amie qui est tombée enceinte, je me dis vraiment, je vais lui parler de ce truc de la crèche. Je vais lui dire, je ne sais pas ce que tu veux faire, je veux surtout pas projeter que tu veux ça, alors que peut-être t'imagines d'être maman au foyer, genre je respecte totalement ça, mais que dirais-tu de poser un dossier en crèche au cas où, parce que tu peux toujours bien sûr annuler. Hein. Et je me tâte sur ça parce que je pense que tu peux être dans l'empiètement et dans trop projeter, mais tu peux aussi être dans, au contraire, une forme de sororité et d'entraide, de je te transmets quelque chose d'utile qui se faisait peut-être moins avant ou différemment. Et tout ça, ça passe par cette idée de témoignage. Dans le S de Estimez-vous, c'est l'idée de sororité, de soutien. Et c'est cette idée de, oui, finalement, c'est un témoignage, ce que j'ai vécu. Et moi, j'aurais aimé qu'on me dise ça. Après, ton histoire, effectivement, sera peut-être différente, mais c'est important qu'il y ait ces témoignages-là. Donc, merci. Merci vraiment de t'être livrée avec, en plus, toute cette sincérité et cette douceur qui, je trouve, te caractérise. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à échanger avec toi aujourd'hui. Moi aussi. Si on souhaite continuer, soit d'échanger avec toi, mais aussi de te lire, où est-ce qu'on peut le faire ? Alors, si vous souhaitez suivre un peu ce que je fais, vous pouvez aller sur mon site internet, qui est mon prénom et mon nom, donc céciledoartibera.com. Tu le mettras peut-être dans les infos comme ça, si mon nom est compliqué. J'écris notamment une newsletter mensuelle où je discute vraiment justement de cette expérience humaine. Et c'est vraiment un premier bon rendez-vous. Ouais, ta newsletter, pour moi, elle est le reflet aussi de ton livre. C'est-à-dire, du coup, cette même, finalement, ta manière d'écrire, mais cette transparence et cette... voilà, c'est exactement... En tout cas, si certains ont lu ton livre, effectivement, qui s'inscrivent à cette newsletter. Ouais, je pense que c'est un espace, en plus, il y a aussi la volonté de sortir un peu des réseaux sociaux et d'un espace qui est peut-être très rapide et où notre attention est assez petite, à l'espace de la newsletter qui offre un peu plus de distance, un peu plus de temps pour être un peu moins dans ce qu'on appelle l'info-obésité, où on lit 1000 choses mais on retient rien, et de plutôt genre vraiment sentir un sujet et sentir aussi que ce qu'on lit nous apporte quelque chose et on en garde quelque chose, on en garde une trace. J'adore. Il y a aussi les cours de yoga en ligne, les retraites de yoga à venir, et puis il y a Nouvelle Mère qui est disponible dans toutes les librairies indépendantes ou les sites de vente en ligne, et qui est vraiment il a vraiment une belle il fait vraiment un beau chemin, ce livre, et du coup vous êtes bienvenus à le lire, et surtout de ne pas se sentir ce que j'imagine peut être compréhensible comme si c'était que pour une nouvelle mère, ce livre. C'est pas du tout ça, c'est vraiment une grande question aussi sur la santé mentale, sur la famille, sur l'amitié, sur le couple, sur la sensibilité, donc ça ouvre plein de... C'est ce que j'allais dire. J'allais conclure en disant que justement, effectivement, moi j'avais dit tout à l'heure que je l'offrais aux futures mères, mais en fait ce livre il peut être offert à nos mères, il peut être offert à nos maris, à nos conjoints, à nos compagnes, à n'importe qui en fait. Merci en tout cas d'en parler aussi bien. Merci à toi. Merci pour cet échange et pour toute la richesse de tes échanges de manière générale. Et à bientôt. Avec plaisir. À bientôt. Si cet échange vous a inspiré, si vous avez aimé nous écouter, et si le cœur vous en dit, alors vous pouvez mettre 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que vous utilisez et partager cet épisode sur les réseaux sociaux pour ainsi faire partie de ce village qui sème des graines d'amour de soi. Merci pour tout et à très bientôt sur Estimez-vous.